Alors tu sais que ce lac-là, il est gelé évidemment, comme tout lac à 1800 mètres l'hiver. Et on peut se baigner. Tu creuses un trou et tu te baignes. Tu peux faire ça avec Alexandre. C'est un givré. Il s'appelle Alexandre Cortès et il sera l'invité des randonneurs cet hiver puisqu'il va falloir attendre que ça gèle un peu. Je me pose une question, mais elle va te paraître peut-être naïve. C'est du coup comment font les poissons pour creuser vu qu'ils n'ont pas de petites pelles. Voilà. Les poissons, je crois qu'ils montent au refuge l'hiver. Ouais. Et c'est là qu'on va d'ailleurs, au pied du Vignemale. Je vous présente Fred Adam. Fred Adam, on va pas donner ton âge, mais c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Voilà. Et tu t'es dit, pour mon anniversaire, je vais me payer le lac de Gaume et le Vignemale. C'est exactement ça. Quand je dis payer, sur le cadastre, ce sera pas marqué mon nom. Ah, mais c'est pas grave. Mais c'est à moi. C'est pas grave. Mais c'est à moi. Tu nous montres le lac de Gaume ? Bah devant. Là. One. Donc le voilà le lac de Gaume. C'est joli, hein ? C'est joli. C'est joli. T'es pas un habitué de la montagne, toi ? Pas du tout. T'es un habitué de la mer. Voilà, je suis plutôt un marin. Plutôt un marin. Ouais. Et un marin aussi. Un marin parce qu'on va parler d'humour. On est obligé avec toi, on est obligé de parler d'humour parce que j'ai l'impression que t'as avalé un clown quand t'étais gamin. Non ? Oui, un clown. J'ai une question. Un clown bègue. Un clown bègue ? Ouais. T'étais bègue ? Du coup, je finis pas mes blagues. Attends, on va prendre le chemin peut-être quand même. Ouais. Alors là, on est sur du plat. On part du lac de Gaume et on file au pied du Vignemale. Voilà pour vous situer la scène. Pyrénées, évidemment, Haute-Pyrénées. Et alors, quand tu dis bègue, c'est... Non, c'était une mauvaise plaisanterie. C'est pour faire un clin d'œil à François Bayrou qui nous regarde, je suis sûr. Non, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est vrai que j'ai toujours été, paraît-il, un clown peut-être pour me faire remarquer entre une grande sœur et un petit frère, je sais pas. Ah, les petits diront. Peut-être Françoise Dolto, vas-y. T'as bossé sur toi là-dessus ? J'ai écouté des disques de Carlos. Donc toi, t'es le cadet en fait, coincé entre un ou une aînée, c'est ça, une aînée ? Une aînée et un petit frère. Et un benjamin. D'accord. Et alors, évidemment, il n'y a aucune place facile, mais il y en a, j'ai l'impression, beaucoup qui disent que franchement, la place au milieu, elle est pas évidente. Ouais, il paraît qu'il y a Tu dis quoi, toi ? Il paraît qu'il y a un syndrome du deuxième. Il paraît qu'il y a un truc comme ça. Il y a un syndrome du deuxième. Il y a un truc. Les seconds, ils ont. Il y a le premier, c'est le premier. Beaucoup d'attention et beaucoup d'émerveillement et beaucoup de projections aussi. Et le petit frère dont on s'occupe. Et du coup, le deuxième, il est entre les deux. Et il paraît que pour exister, enfin, il doit soit faire le con, soit faire le clown. Voilà. Donc Ça te parle la notion de différenciation, toi ? Ouais. D'ailleurs. Ça te parle de comment ? Ça me parle. C'était le sujet de mon premier bouquin. Ça s'appelait. L'histoire de mon premier bouquin, c'est quand même un gars qui découvre qu'il a une cicatrice sur le front et qui dit je suis un peu différent des autres. Heureusement, parce que sinon cette vie sur Terre n'aurait pas de sens. Ouais. Et du coup, il va chercher, c'est l'histoire de son périple, il se dit, je suis Harry Potter, mais j'aime pas les chouettes. Donc, what else, quoi. Et il va voir dans la forêt de Pimpon, il va voir partout. Et tu sais, quand on est persuadé de quelque chose, on finit par croire, voir des signes partout. Ouais, il a vu des sorciers, quoi. Et il travaille chez un marchand de violons. Ouais. Et il dit, mais c'est dingue parce que le mec s'appelle comme a les mêmes initiales que Dumbledore, sauf le O, le R et le L, quoi. Ouais. Mais ça lui suffit, tu vois. Il y a 6 lettres sur 9, ça lui suffit. Et quand on veut voir des signes partout, on voit. Ça s'appelle le biais de confirmation, il paraît. Donc... c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Toi, t'as vraiment écrit un premier bouquin. Mon boss veut tout changer. Un deuxième, du coup, ouais. Pas moi. Ouais, si tu veux, on sait plus si c'est la vérité ou pas. C'est ça. Tu sais que les auditeurs de la chaîne Impulseur, ils veulent savoir la vérité. Alors, premier ou deuxième, peu importe. En tout cas, il s'affiche ce livre en même temps qu'on se parle. Et ça parle de changement parce que toi, tu es un épris de changement. Et en plus, ça en parle avec humour. Parce que c'est quoi ? C'est quoi ta définition de l'humour avant qu'on parle de changement ? L'humour, c'est une façon agile
de raconter des choses profondes. C'est une approche peut-être plus aisée des choses qui sont difficiles. Et je sais plus qui a dit que c'était une forme d'intelligence extrême. J'adore, mais je sais pas qui l'a dit, mais je trouve ça vachement sympa Par à le contre, croire. ça met la barre haute quand on s'appelle Fred Adam, que on est connu à droite à gauche, en entreprise évidemment, parce que toi tu es coach en entreprise, parce que tu es animateur d'un groupe émergence Germe qui forme des managers de tout type d'entreprises partout en France. Ça, normalement, si vous êtes des abonnés de cette chaîne, vous en avez entendu parler de 50 fois de Germe. On t'attend un peu au tournant quand tu as cette capacité à faire des bons mots. Oui, mais c'est vrai en plus que... Et c'est marrant ce que tu dis, parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais aussi prisonnier de mon personnage. C'est-à-dire qu'au moment quand j'étais pas très en forme, où on attend de moi... Vas-y, fais-nous rire. Oui, c'est ça. Mais Fred, alors... et déjà, je suis pas toujours drôle. Et déjà, des fois, je suis drôle au mauvais moment. Ça, j'ai appris. Vas-y, raconte. Ah non, mais ça, j'ai appris. C'est-à-dire que un jour, comme ça, je fais une mauvaise blague on faisait une randonnée. Je vais pas trop contextualiser pour pas que la personne se reconnaisse, mais je fais une blague C'est un jeu. On faisait une randonnée en collectif, tu sais. Est-ce qu'on a le droit de balancer la personne si on a reconnu? Et il y a une nana comme ça dans un groupe qui arrive, c'est la fin de la balade, et elle dit ouais, j'ai vraiment eu des difficultés, c'était dur quand même. Et moi, tout centré sur moi comme j'étais à vouloir faire le bon mot, je fais ouais, mais tout le monde a ses petits problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était pas paralysée, mais elle avait des cannes et elle était handicapée en fait. Et j'avais pas vu quoi, tu vois. Et en fait, j'ai fait une mauvaise blague qui n'était même pas, donc qui n'était pas une blague en fait. C'est-à-dire que j'ai pas fait attention. Ouais. Et en fait, pour faire de la bonne humour, il faut faire attention. Et C'est plutôt égoïste ou égocentré l'humour? Enfin, chercher à faire de l'humour régulièrement. Ouais. C'est ça le truc. C'est que toi, tu es un producteur d'humour. Ouais. Et je pense que, enfin, je sais que c'était à l'époque, c'était plutôt égocentré. C'est-à-dire que je faisais de l'humour pour moi en fait, pour pas être seul, pour pas être en connexion. Et maintenant, je mets plus ça au service du groupe, au service de l'ambiance, voilà. Et du coup, c'est moins obligatoire et c'est moins fréquent et c'est peut-être plus, j'espère, plus subtil quoi. Tu as accepté un groupe, par exemple, un groupe émergence. Tiens, moi je t'attends sur le saut de la petite rivière, là, du petit ruisseau. Attention, 3, 2, Allez, 1, le saut olympique. de Fred Adam. Magnifique. Magnifique. Voilà. Triple champion olympique de saut de ruisseau, spécialité Pyrénées. Ouais, c'est vrai que le début, l'impulsion du départ a été assez facile. Puis en même temps, je me suis déjà entraîné pas mal chez moi dans mon saut de baignoire. Mais c'est pas les mêmes conditions. Hein. On dit tout le temps la baignoire, mais c'est pas les mêmes conditions. Ouais, c'est ça. Les mecs doivent se dire, en fait, il est pas drôle. Alors ma question justement, c'était quand tu vis 18 mois avec un groupe de managers, Ouais. tu parlais de personnages, est-ce qu'on est parfaitement toujours authentique? Je suis pas sûr. Et puis de surcroît, quand on fait connaissance avec un groupe, peut-être qu'on donne à voir certaines choses. Ouais. Mais alors, à quel moment tu fais comprendre au groupe que tu seras peut-être pas toujours le Fred rigolo en fait? Ou le Fred autoritaire, je sais pas, il y a peut-être aussi de ça parfois. Non, je sais pas. On va par là? Ouais, ça va aller. J'ai reconnu lui. Non, vraiment aujourd'hui, j'ai appris à faire de la place, à être au bon endroit, à utiliser l'humour au service du collectif pour créer du lien, je me moque de moi-même. Je crois vraiment que j'ai cette capacité de créer un collectif à partir de ce que je suis. Et après de diminuer, de laisser l'espace, de me retirer. Et puis aussi de montrer l'endroit chez moi qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus sensible et beaucoup plus profond, j'espère, tu vois. Et ça n'existait pas avant. Je montrais que de l'humour, je montrais que de la légèreté, je montrais que des choses en surface. Et, Avant quoi?
Avant-hier, on va faire un peu de demi-tour. Ouais, il est où le chemin en fait? On est déjà passé là, il me semble. C'est quand même 11 heures de randonnée pour 600 mètres quand même. Ouais, c'est ça. J'avais dit dans 1h30 on est au Vignémal, mais en fait. Ah voilà, tiens, en fait le trait blanc et le trait rouge, c'est ce que c'est? Ne réponds pas. Alors, donc ça c'était avant quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour justement changer, toi? C'est je suis devenu coach, donc à un moment donné on est quand même obligé de travailler un peu. Et puis j'ai compris des choses sur ce que je n'étais pas quand je faisais de l'humour, tu vois. Ouais, attends, on va laisser ces messieurs dames avancer. Qu'est-ce que tu as compris? Ce que je disais pas de moi, l'humour c'est aussi une façon de laisser l'autre à distance, de pas parler vraiment de sa sensibilité, de ses émotions. Et du coup ça je l'ai ramené dans la relation. Je l'ai ramené dans la relation à l'autre, je l'ai ramené en fait. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus de choses intérieures qui sont peut-être moins drôles. Par exemple Par exemple, ma peur de la mort, ma peur de la finitude que j'ai eu longtemps, ma peur de la souffrance que j'ai eu longtemps. Tu as souffert? Non, j'ai jamais souffert, mais c'est ça, c'est que j'ai peur de la souffrance. Le mec a jamais souffert vraiment, mais des fois je me dis c'est trop beau, quoi. Il va m'arriver un truc, quoi. Ah oui. Ouais. Il y a une chanson de Big Flo et Oli comme ça. Chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande quand il va pleuvoir. Et chaque fois qu'il y a du soleil, je me demande, faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent. Faudrait que j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent. C'est pas la vie. Ah ok. Si. Merci. Il est comme ça, Fred, en fait. Là, vous avez pas vu. Hop, là, je peux vous les montrer comme ça rapidement. Oui, je De parle dos, couramment. les randonneurs, dès qu'ils voient des randonneurs, ils causent avec. C'est pas la vie. Et des fois, ça marche pas. Il y a une dame avec qui ça n'a pas marché tout à l'heure. J'ai qu'on le j'ai sort vu. pour le laisser. Parce que tout le monde n'est pas prêt à Je vous préviens, je ne vous accouche pas. même tout le monde n'est pas prêt à créer le lien, même quand il y a un bonjour hyper sympa avec la dame de tout à l'heure là. Ouais. Il y a 1 heure de ça. Ah, tu l'as vu aussi, ouais. Je l'ai vu, ouais. Elle t'a lâché un vent quand Elle m'a même. lâché un gros vent. Un gros vent. À mon avis, elle s'était fâchée il y a 20 minutes avec son mari, parce que le mari était devant. Il n'y a aucune autre explication Il n'y possible. a qu'une autre explication. Le mec lui avait dit, tu vas voir, ça va être super, la nuit à la belle étoile. Ils n'ont pas réussi à planter la tente, il y a des moustiques, elle a passé la pire nuit de sa vie. Et le gars lui a dit, la randonnée, la descente, il y en a pour 20 minutes, ça fait 2h30 qu'il marche, elle n'en peut plus là. Qu'est-ce que tu cherches en créant le lien comme ça avec des inconnus? Parce que je vous assure, hein, vous qui nous regardez, c'est pas qu'aujourd'hui au lac de Gobin, il est comme ça. Ouais, c'est une bonne question. C'est marrant parce que quand tu me la poses, j'ai de la tristesse qui vient, toi. Ah bon? Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je cherche? Pourquoi j'ai toujours besoin d'être en lien tout le temps? Enfin, tout le temps, non, plus tout le temps, justement. Maintenant, j'arrive à avoir ces moments à moi. Mais je sais pas, peut-être une espèce de sens d'une grande fraternité, je me sens vraiment partie d'un tout, et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu as envie d'être en contact avec une énigme, quoi, et je sais pas, et puis t'as l'impression honnêtement que parfois la contribution, la joie, le sourire que tu donnes chaque matin aux gens que tu rencontres, en fait c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau que tu leur fais. Des fois on me renvoie ça, je fais c'est chouette, merci. C'est ta mission? Ouais, c'est ta mission de Fred? Ouais, c'est ça, juste sourire et. Parce que là, pour le coup, t'es pas coach là au lac de Gaume, là. Non, mais t'es Fred, ouais. Fred le randonneur. Ouais, Fred le randonneur, ouais. Il y a Bob le bricoleur et Fred le randonneur. Je sais pas si c'est ma mission, mais en tout cas c'est quelque chose qui est intuitif. D'être en connexion, d'être de sourire de sourire aux gens, je sais pas, enfin c'est pas non plus c'est pas difficile non plus, hein, c'est pas une grande mission. Ouais, mais Pas compris non plus. Il y a tellement de marasme aujourd'hui.
C'est quoi ça sert? Allez, on va regarder ce qui se passe un peu plus haut, puis on va parler de changement. Il est où ton chemin? Voilà, Il est là. D'accord. Bah, C'est toi le guide, hein. C'est toi le guide. Ah, on laisse passer les gens, sinon... Laisse pas. Ah. Sinon, je vais pas récupérer mon Fred. Ici, il n'y a pas grand monde. Ah non. En général, il n'y a pas grand monde Ça, avec de ah, gobes. C'est ça. Ça parle de changement. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? On doit être en, je sais pas, je dois avoir 36 ans, je suis plein de bourre, directeur d'usine. Ça va plutôt bien. Ah, pour Monsieur Rival. Ouais. Bah oui, mais je peux le dire parce que t'es facile à trouver sur LinkedIn. T'as bossé pour un Monsieur Rival, c'est drôle. Bon, je fais le tour de mes managers, je passe dans les bureaux, bam. Et ce jour-là, il y a une de mes collaboratrices qui me fait un immense cadeau. J'arrive dans son bureau, elle me parle d'un truc, elle va pas bien. Je m'apprête à repartir. Elle me dit, en pleurant, elle me dit, mais Fred, en fait, t'écoutes rien. Et là, Oh la vache. il y a un truc qui se passe chez moi. Alors premier, évidemment, ça va, je suis le mec. Attends, moi j'écoute rien, moi. Donc un peu vexé. Donc, tu vois. donc avant la vexation, il y a quoi? Ça se passe où dans ton corps là? Ouais, boule au ventre, ouais, un petit truc qui vient là, tu vois. Et puis mon mental essaye de reprendre la. Ouais, elle doit délirer, la pauvre fille. Elle a dû se tromper de Fred Adam. Et en fait, elle m'explique. Les gens mélangent. Avec le Fred Adam qui était Avec un footballeur autre Fred au Havre. Adam. Et elle m'explique en fait que elle n'a pas le sentiment, mais comme elle est triste, elle pleure, elle me le dit avec beaucoup de, je voudrais dire, une belle intention. C'est pas une critique, elle me dit, je pense, parce qu'elle sent qu'il faut me le dire. Elle me dit en fait non, t'es là mais t'es pas là, t'écoutes pas. Et je retourne dans mon bureau. Et là je me dis mais ouais, elle a raison en fait. Je suis pas je suis virevoltant, je fais plein de trucs à la fois, je mène plein de projets à la fois, mon écran il est ouvert avec plein de trucs. Effectivement, j'ai un côté gourmandise de l'action, mais je suis pas présent à l'autre. Et là je prends une décision un peu symbolique, mais une vraie décision de rupture avec la façon dont je manageais. Je pense que c'est un premier palier. Je dis ok, plus jamais une réunion, plus jamais une interaction importante dans un couloir, plus jamais une interaction derrière mon bureau. Je fais installer 4 fauteuils dans mon bureau avec une petite table. Et à partir de cet instant-là, je ne dis pas que je réussis, mais je prends la décision d'être beaucoup plus attentif et présent à chaque manager. Et je ne sais pas si je réussis, parce que peut-être qu'encore ça devait être encore assez foireux, assez mauvais, mais je me rends compte que mon appétit, mon besoin d'être un peu en mouvement m'empêche d'être présent. Et vraiment, elle me fait un cadeau. Et ça m'invite à dire à tous les managers qui me disent mais on a le droit de dire des trucs à nos patrons. Faites des cadeaux à vos patrons. Faites des cadeaux en leur disant ce qui est juste pour eux.
Même si on a l'impression que parfois ils ont une ascendance incroyable, c'est pas des sages pour autant. Un patron c'est quelqu'un comme tout le monde, il a besoin d'apprendre des choses. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension de sujets, d'incompréhension relationnelle qui viennent du fait que le boss, votre boss, il fait de son mieux. Mais il sait pas en fait, il sait pas quel impact il a, et il sait pas en fait. Et si on lui dit pas, il continue à pas savoir et à faire comme il croit. En quoi le mobilier t'a aidé? Ouais, tu sais, on dit souvent que d'ailleurs la place dans une pièce, elle parle aussi de quelque chose dans la relation. Et alors déjà, ne pas être derrière mon bureau, tout le monde comprendra que quand il y a un bureau entre toi et ton collaborateur, il y a une relation qui est différente que si tu es sur une chaise. Et puis, en face de lui, dans un fauteuil, en plus c'était décontractant, c'était décontracté, et ça correspondait bien à ce que je voulais aussi, moins de formalisme. Je sais pas si c'est l'année d'ailleurs où j'ai osé mettre, ils vont rigoler, les premiers Playmobil dans mon bureau aussi, pour montrer aussi que j'avais aussi besoin, au-delà de ce sujet d'être présent, j'avais aussi besoin de quelque chose de plus informel, qui casse un peu les codes. Je sais pas de quoi ça parle. Ça parle de quoi les Playmobil? Ça parle de... C'est à côté Peter Pan qui est en toi, qui aime jouer, s'amuser. Ouais, c'est ça. Ou c'est éminemment stratégique. Ah non. Tiens, viens, n'aie pas peur, sois détendu. Ah, mais je suis avec des Playmobil et puis je pourrais mieux te parler. C'était stratégique parce que... Fred Adam, dites la vérité aux auditeurs, ils ont besoin de savoir. C'était stratégique parce que ces Playmobil, ce sont en fait des choses, des pièces numérotées. À l'époque, mes enfants étaient très jeunes. Et donc je voulais pas qu'ils les cassent. Mais en vrai, c'était une part de moi en fait. Et je voulais pas qu'ils les cassent. Ah, mais c'est moche ce que tu viens de dire. Ah, tu t'es dit, je vais les amener au boulot, comme ça mes enfants les casseront pas. Les casseront pas. Mais en vrai, j'aurais pu les mettre ailleurs qu'au bureau. Donc j'aurais pu les mettre en hauteur, n'importe où. Mais je les ai mis au bureau parce que c'est des jolies choses et en plus ça parlait de moi et donc ça parlait aussi à un moment donné d'authenticité, enfin ça modélisait, je le savais pas encore, mais ça modélisait aussi l'authenticité, la vulnérabilité, parce que quand tu es directeur, quand tu es patron d'usine, que tu diriges 100 personnes, avoir des Playmobil, c'est quelque part prêter le flanc à l'étonnement, à la dérision, à la moquerie. Et donc le faire, c'est aussi dire, vous voyez, c'est le sujet de la vulnérabilité, le sujet de... Encore une fois, c'est parce qu'on est patron qu'on est le plus fort, qu'on est... C'est ce jour-là, avec cette collaboratrice dont tu as parlé, que tu as commencé à admettre ta vulnérabilité, ou c'est quelque chose de plus ancien? Non, le sujet de la vulnérabilité, je pense que ça n'a jamais vraiment été un sujet. Peut-être le sujet des émotions, c'était un sujet, donc admettre que j'étais... Quelle émotion tu cachais? Oh Tu caches peut-être encore. La peur. Ouais, la peur. Je cachais la peur. La peur de tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Vous rembobinez, c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Ma peur de la mort, ma peur de la finitude, que j'ai eu longtemps. Ma peur de la souffrance, que j'ai eu longtemps. La peur du sens que je trouve pas, la peur de la finitude, ou la peur de jamais trouver ce pourquoi ma vie peut être utile, quoi. Quand tu fais des shampoings au début, c'est quand même pas... c'est pas non plus des trucs thérapeutiques pour les enfants, quoi. Donc, tu te dis, je suis pas là. C'était ce pourquoi tu travaillais chez Michel Rival? Je travaillais... Tu faisais des shampoings. Ouais, c'est pour expliquer aux auditeurs. Ouais, on fait un peu plus que ça. Mais j'ai compris que ce jour-là, j'ai compris que le vrai sujet, c'était la présence. La présence et le temps. Donc j'ai commencé à être plus présent. On reparle avec Fred Adam de changement dans un instant. Il y a un moment, il va falloir accélérer parce que le Vignemale, il faudrait qu'on le voit avant la nuit. On est quand même en juin. La nuit tombe vite.
comment il va le monsieur? Bien. Je vais bien. Quand on est semi-marathonien et qu'on passe à la rando en montagne, ça fait quoi? Ou même marathonien, pardon, qu'est-ce que je dis? Il y a marqué Paris en non, plus. c'est marqué. Alors, J'ai acheté le t-shirt à un mec dans la rue. heureusement qu'il se vexe pas l'invité. Bah c'est pas le même effort. Hein. Déjà que je suis pas glorieux aux Champs-Élysées, alors là, ils ont tout dégueulassé le pavage. Il fait ça pour la gloriole? Non, c'est ni fait ni à faire. Hein. Moi, Ouais, c'est vraiment. Ils savent pas faire les routes en Bigorre. Là, les gens sont d'un sans gêne, ils jettent leur pavé comme ça. On parle de changement avec Fred Adam. Aujourd'hui, ça change un peu de décor là. Tu nous as raconté cette anecdote qui a contribué à ta prise de conscience d'une envie de changement. C'est ça le déclic ou il y en a eu d'autres? Oh non, il y en a eu d'autres. Je me souviens, on est au début de ma formation de coach. On fait un exercice qui s'appelle le village. Tu vois, on joue avec une sorte de maquette, on joue au village. Et tout le monde se précipite sur les pions, à l'école, le stade de tennis, tu vois, et moi je me retrouve avec l'église. Et là, je me souviens que mes copains, pour me charrier, ils m'appelaient Jésus. Et je me mets à pleurer. C'est con, alors. C'est pas le premier degré, hein, j'ai rien de Jésus, hein, mais je me mets à pleurer parce que je comprends que il y a quelque chose, non pas dans la mystique religieuse, mais il y a quelque chose chez moi qui cherche à partager, à donner, à professer. À professer, à dire quelque chose en tout cas. Et c'est pas encore une fois, c'est pas du tout le sujet de la symbolique de Jésus ou de la sainteté chez moi. Hein. Ne nous y trompons pas, attention. Mais c'est le sujet de qu'est-ce que j'ai à dire, tu vois. C'est le sujet de qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de clarifier. Et là, je me retrouve avec mon église, comme avec la petite église en bois, là, en train de pleurer en me disant, mais ouais, il y a un truc chez moi qui a vraiment envie d'aider, de contribuer à quelque chose. C'est vraiment idiot. Hein. Bah, c'est idiot et en même temps, on en est tous un peu là d'une façon ou d'une autre, à voir des signes, alors parfois totalement exacerbés. Moi je te disais dans la voiture là, en venant à cette rando, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas trop de hasard, mais en même temps le répéter 50 fois par jour, c'est lourd. Hein, il y a des spécialistes du il n'y a pas de hasard, comme si finalement quelqu'un décidait totalement à notre place. Et ça c'est gonflant à force, non? Enfin moi je trouve. Ouais. Donc l'église, tu peux y voir autre chose aussi. Ouais, tu peux y voir la symbolique de la célébration. Ouais, t'as raison, c'est vrai. À ce moment-là, je vois pas ça, mais... À ce moment-là, tu vois pas ça. Je vois pas ça. À ce Ouais, moment-là, c'est ça. je En tout cas, vois... c'est ce que tu ressens à ce moment-là. Ouais. Et tu vois, quand j'en parle, là, je me rends compte que combien j'aime mes clients en fait. J'ai la joie. C'est beau ça. Ouais. Combien j'ai la joie que. Ah, tu aimes tes clients toi? Oui. La joie que me procure quand tu contribues un petit peu à les aider à faire leur changement, à mettre moins de colère dans la situation qu'ils vivent. Et combien c'est gratifiant ça. Qu'est-ce que c'est dur de changer quand même parfois. Ouais, c'est. Alors toi justement, qui a eu des ouvrières de production, peut-être des ouvriers, mais c'était beaucoup de femmes, je crois. Ouais, beaucoup de quand beaucoup de femmes incroyables, ces femmes incroyables. À fabriquer notamment des produits, des produits pour le corps, c'est ça? C'est ça, pour le corps, pour le bébé, à l'origine c'était des produits pour la maternité et au fur et à mesure les produits étaient tellement bons que le personnel hospitalier, le personnel commençait à vouloir les acheter chez eux. C'était ça pour eux, pardon. Bon, si tu as reconnu le nom de l'entreprise, créé par Michel Rival, oui, c'est ça. T'es super balèze, bravo. Ouais. Tout ça pour dire que, en tout cas, tu avais... incroyable, une entreprise qui m'est chère en fait. Qui t'est chère, ouais. 5 ans après l'avoir quitté, qui m'est toujours aussi chère, j'oserais dire. Et alors, ces ouvrières de production, un certain nombre d'entre elles
pouvaient être en blocage, en freinage face au changement. Alors raconte-nous des histoires de changement avec des personnes qui font le même métier au même endroit depuis très longtemps, parfois. Tu vois, et je le raconte souvent en formation, par nature, nos métiers évoluent. Par exemple, les gens qui mettaient les produits, les shampoings en carton, à un moment donné, on leur a demandé, parce que la réglementation évoluait, à faire ce qu'on appelle des contrôles aspect odeur, contrôler le numéro de l'eau, faire des contrôles de poids. Donc il fallait tout de suite utiliser les machines. Donc elle passait du métier à je prends un flacon, je le mets dans un carton, je ferme le carton, à je commence à regarder le flacon, dois être capable de lire un numéro de l'eau, je dois enregistrer un numéro de l'eau. Et donc à un moment donné, c'est pas notre métier, c'est l'évolution normale du métier. Et ne pas les accompagner, une loutre, un animal, je sais pas ce que c'est. Vraiment, ouais, mais alors là, avant de le trouver là. Mais il vient de disparaître. Ah ouais. Je sais pas si c'est un ours ou un truc. Ok. Bon, ça fait partie des blagues de Fred Adam. Ah non, vraiment. Comme s'il y avait des animaux en montagne, quoi. Mais en plus, je ne sais même pas le reconnaître. Ça se trouve, c'est un chien. Non, c'est pas la saison des chiens ici. Ouais. Et alors ce changement, ouais. Et en fait, par nature, leur métier, comme le métier de beaucoup de gens, ne restera pas le même. Et pour autant, ce changement, il est nécessaire à lutter contre l'obsolescence du métier. C'est-à-dire que si ces femmes-là, tu leur apprends pas ce nouveau geste, c'est une compétence que tu leur dois en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile le changement parfois ? Qu'est-ce qui fait que c'est si injuste parfois ? Moi je te donnais un exemple semi-fictif. Je travaillais il y a une quinzaine d'années pour une tu m'as déjà fait le coup. Pour une structure publique, il y avait de nombreux sites. Et je me mettais à la place de quelqu'un qui travaille très bien, tout se passe bien, les résultats sont bons, à 5 minutes de chez elle. Et puis tout d'un coup, au nom d'une nécessité de changement mal expliquée, on va l'envoyer à l'autre bout de la métropole. Ouais. Elle va perdre d'un seul coup le bonheur d'emmener ses enfants le matin à l'école. C'est frustrant, ça provoque de la colère parfois le changement, surtout quand il est mal expliqué. Ouais, tu as tout dit, surtout quand il est mal expliqué. Et la première chose, c'est quand tu conduis un changement, quand tu es le changeur, pas le changé, quand tu es le changeur, c'est jusqu'où ce changement qui est évident pour toi, tu vas en donner du sens. Et si moi, tu me changes de bureau sans que tu m'aies au moins proposé un sens, c'est normal que je sois pas content. Après, je peux entendre ou pas ton sens. Je peux dire, attends, ce que tu me racontes, c'est pas entendable. Mais au moins, si tu m'expliques avec authenticité le vrai sens de ton changement, il y a une chance que moi, j'adhère. Si tu m'expliques pas, il n'y a aucune raison que j'adhère. En tout cas, je peux très bien résister. Fred, on dit souvent qu'en politique, c'est instable ici. Comme en politique, c'est instable. On dit souvent en politique que les Français veulent changer, mais surtout en ne changeant pas. Ouais. Il n'y a pas que dans la société civile, en entreprise, j'imagine, c'est un petit peu comme ça. C'est l'homéostasie. Je veux changer, mais surtout pas changer. J'ai des résistances intérieures. Mais je veux surtout que l'autre change au service de ma stabilité. Quoi. Mais tu vois, David, moi, ma conviction profonde, c'est que le sujet du changement, c'est le sujet du choix que j'ai à faire devant la nouvelle situation. J'ai une cliente là, elle me dit, Fred, on a été racheté, classique, nouveau patron, nouvelle stratégie, nouveau patron, elle a un gros poste. Elle dit, donc elle est en colère, changement subi, colère, une émotion, il y en a plein d'autres. Elle me dit, c'est insupportable, le nouveau boss est insupportable, c'est plus les valeurs de la boîte. Bonjour. Et je lui dis, mais tu as que 3 solutions. Tu n'as que 3. Pourquoi tu tapes pas la discuter avec les gens là? Je comprends Parce que pas. là je travaille, monsieur. J'ai un métier, monsieur. Les gens ont un métier, les gens ne font pas que randonner. Les gens ont une promotion à faire pour leur livre. Il s'appelle Frédéric Adam. Voilà. Il sera bientôt sur TF1. Et en fait, je lui dis,
tu as que 3 choix. Déjà, ton nouveau patron, ton ancien, ils t'ont pas promis que ce serait le meilleur des patrons, donc tu as 3 choix. Le fight, c'est-à-dire Le combat, nous dit Frédéric. ouais, le combat, ouais, c'est ça. C'est-à-dire non pas le combat au sens de l'énergie du combat, mais vérifier que l'endroit sur lequel tu souhaites un ajustement du changement, tu es en mesure, tu as des choses pour agir. Bah, genre tu peux le faire virer ton patron, tu peux faire du lobby auprès du patron, de l'actionnaire. Enfin, tu as la capacité d'agir sur ton changement. C'est gonflé ça quand même. De chercher à virer le patron. Mais la question c'est... Puis un manager, c'est difficilement déboulonnable en plus. Ouais, non mais justement la question c'est de s'interroger sur jusqu'où tu es acteur ou pas de ton changement. Si c'est pas le cas, il me dit mais non Fred, t'es gentil, le mec il a été nommé par les actionnaires. Okay. Donc on est d'accord que tu... Non. Bon. Alors le freeze, le lâcher prise, être d'accord avec ce qui est et te dire qu'après tout, comment tu peux faire avec ce nouveau patron, comment tu peux l'apprivoiser et c'est quoi les avantages du nouveau patron. Avant, le gars te laissait totalement libre, celui-là il est contrôlant. Bon, comment tu peux tirer parti du contrôle? Donc tu le freeze, tu acceptes. Ah non, hors de question, c'est lamentable, ok, pas là-dedans. Et ben il reste le fly, partir, s'éloigner du problème. Donc est-ce que tu as envie de quitter ta boîte? Ah non, c'est lamentable, je suis bien payé, ok. Donc tu veux pas te battre, t'as rien pour te battre, tu veux pas lâcher. Je suis bien payé, puis surtout, par exemple, j'ai toujours eu des super patrons. Lui, c'est un ovni, il a rien à faire là. Donc pourquoi je partirais alors que ce serait à lui de partir? Eh ben si effectivement tu as la volonté, tu as la conviction que tu as la capacité d'œuvrer pour qu'on se rende compte que ce patron n'est pas le bon au regard de je sais pas quoi, de plein de bonnes raisons, on va dire, ben bats-toi. Mets-toi dans l'énergie de l'action. Et quand on voit les gens, on va dire, face à leur changement, c'est que j'ai le sentiment, en accompagnant les gens, qu'ils n'ont pas choisi leur stratégie. Ils ne savent pas s'ils veulent lâcher prise, ils ne savent pas s'ils veulent partir, ou ils ne savent pas s'ils veulent se battre. Et parfois, l'accompagnement les fait juste identifier l'endroit. Et puis avant même la stratégie, il y a l'intention personnelle. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus important pour moi de continuer à râler ? Et puis de considérer que, d'ailleurs, c'est le 14e épisode où je râle sur quelque chose. Donc finalement, c'est quelque chose que je connais. Ou si je préfère m'occuper de mes besoins. Il y a une cliente, elle me dit mais c'est lamentable, dans mes équipes, il y a la fille du patron. Et elle me dit c'est impossible à manager. Impossible. Et je lui dis allez, comment tu veux que je fasse mon boulot? Et je dis mais donc personne t'a demandé de manager la fille du patron comme tu manages les autres. Non, c'est vrai, personne ne m'a demandé, donc c'est toi qui crée un problème, il n'y en a pas. Donc tu vois, l'endroit où tu lâches prise sur le sujet qui est le sujet de ton changement, parce que là, pour autant, cette fille venait d'être nommée, c'est l'endroit où tu progresses. Et en fait, donc la question c'est, ok, j'ai une nouvelle situation, on est passé de A à B, par rapport à lâcher prise, se battre ou s'éloigner, qu'est-ce que je fais? Alors c'est facile, on croit que c'est facile, mais en vrai, comprendre ce qui est juste pour soi, la stratégie adoptée, c'est un travail long, sinon on le ferait tout le temps. On fait, c'est bon, il pleut, ok, il pleut, je vais rester chez moi. Bien sûr que c'est dur, honnêtement, bien sûr que c'est dur de changer de bureau, de changer de patron, de changer de stratégie, bien sûr que c'est dur. Mais la réalité, c'est que moi je connais personne qui ne vit aucun changement. Toi tu me disais hier que tu connaissais un gars qui prétendait Oui, en tout cas j'ai déjà entendu ça en entreprise. De toute façon, non, mais rien n'a changé ici depuis 30 ans que j'y bosse. Ouais. Mais en réalité, oui, c'est vrai que quand tu grattes un tout petit peu, il y a des choses qui changent. Ouais. Bon, d'ailleurs, le réchauffement climatique, à mon avis, c'est des conneries parce que ça n'a rien à changer. Me lance pas là-dessus, il y a des climato-sceptiques qui m'agacent en ce moment. Allez, le gazpacho va chauffer, on file au pied du Vignemal. On y est presque. Alors parfois le changement ça peut être difficile parce que tout simplement
le mot changement fait peur. Ce qu'il représente peut faire peur. Alors peut-être qu'on peut parler d'évolution. Moi j'aime bien, avec ma table de mixage de radio, parler de mixage. Un peu plus de ceci, un peu moins de ça, un peu plus de nuances, un peu d'aigu, de médium. Oui, ouais. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un bon changement, il est fait aussi de non-changement. Donc en vrai, les changements les plus réussis, c'est ceux où on a identifié ce qui ne change pas dans le changement, tu vois. Exemple. Exemple, il y a une fille est passée en open space. Et en fait, le truc, c'était pas l'open space, c'était qu'en vrai, elle était dans un bureau avec sa meilleure copine, sa meilleure collègue, en fait. Donc, le vrai sujet, c'était de dire à son patron, et c'est vrai, moi, à l'open space, je veux bien, mais je veux être aussi placé à côté de ma copine. Tu vois, donc, en vrai, c'est... Quand tu identifies le vrai besoin ou le vrai sujet du changement, c'était pas le fait d'être en open space, c'était juste la relation. Tu viens au bureau, tu as des amis et tu as envie de passer des bons moments. Et si tu as une bonne copine, un bon copain au bureau, tu as envie de le garder. Donc si ton patron il te dit oui. Mais c'est idiot, mais prendre soin de ça, ça coûte pas cher déjà. Tu te souviens de la victoire des Bleus en 98 ? Non, je vois pas. Les Guignols faisaient dire à Zidane, je veux jouer avec mon copain Dugarry. Et personne n'en voulait de Dugarry. Et lui, il voulait jouer avec son copain Dugarry. Il a eu raison. Il a eu raison parce qu'il a marqué un très beau but, Christophe Dugarry. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est depuis 5 ans que tu es lancé, Fred, comme coach, qu'est-ce qui a le plus évolué ? Et alors, je te propose d'y répondre avec un souvenir, une anecdote. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Qu'est-ce qui a le plus évolué ? Écoute, moi, ce qui a le plus évolué, en tout cas ce qui a grandi chez moi, c'est la confiance dans l'être humain, en fait. Je vois tous les jours que les gens ont des ressources, en fait. À partir du moment où tu prends soin d'eux, où tu les accompagnes au bon endroit. Une anecdote, hein, oui, mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Une cliente. Une cliente, en fait, on lui propose changement d'organisation, on lui propose un nouveau poste. Et globalement, on voit bien qu'elle est 40 ans, tu vois, facile. Elle est au fond du trou professionnel. Ah, mais elle est jeune. Ouais, elle est jeune, ouais. Et donc, elle se paye son coaching. Enfin, je connais plus les circonstances, c'était pas payé par la boîte. Mais elle me dit monoparental, donc comment on appelle donc enfant à charge, besoin de sécurité. Et donc je la vois triste d'être enfermée dans la sécurité du boulot. Je peux pas quitter mon boulot parce que c'est moi qui nourris mon gamin, machin, truc chouette, tu vois, c'est classique quoi, et légitime. Je l'accompagne sur sa projection, son sujet, ce qu'elle veut devenir. Je mets pas un billet, hein, parce que je la vois vraiment tourmentée et cristallisée dans son enchangement, son incapacité. Et un an plus tard, sur LinkedIn, elle me raconte que c'est pas un truc de princesse, elle a pas trouvé son mari, hein, mais donc toujours toute seule, mais elle a changé de boulot, elle a démissionné de son boulot, elle a à nouveau changé de boulot, elle fait un boulot un peu la même chose à Paris, mais elle est heureuse parce que elle a retrouvé de la confiance et de l'estime parce qu'elle a passé ce truc là et je suis fier d'elle en fait, tu vois, j'ai plein de gratitude, je me dis waouh, c'est pas moi qui ai bossé, c'est elle. Elle a trouvé en elle l'énergie de se mettre en mouvement et de créer son changement. C'est ça qui a évolué le plus, donc chez toi c'est la confiance. Ouais, c'est la confiance, et je suis admiratif. C'est faire confiance. C'est inspirer confiance. Non, c'est vraiment... je mets ma pierre ou je mets ma pierre à l'édifice de donner à chacun les conditions d'avoir mieux confiance en eux. Je pense que c'est notre travail. On leur renvoie de la confiance, on leur renvoie du positif. Mais en même temps, s'ils ont pas, un client qui n'a pas envie, il le fait pas, tu vois. Donc c'est nos clients qui bossent, c'est nos clients qui changent, c'est nos clients qui prennent leur responsabilité. Ouais, faut arrêter, c'est grâce au coach, tout ça. Un peu, hein, faut arrêter. Non mais mine de rien, c'est une demi-blague, c'est-à-dire que parfois j'entends des coachs ou des formateurs, on a l'impression que, pensant heureusement qu'ils étaient là. Oui, mais s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été quelqu'un d'autre finalement. C'est pas le coach, c'est pas le formateur. Hein.
Je sais pas, enfin, c'est pas forcément. On a tous envie de croire et heureusement qu'on fait du bon, heureusement qu'on croit en notre talent et heureusement parce que. Il s'agit pas de pas croire en son talent, il s'agit de dire de pas confondre l'évolution de la personne et son concours en fait, c'est deux choses différentes. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas inutile d'avoir quelqu'un qui nous confronte quand on est face à un changement. Ouais. Et c'est pas inutile d'avoir quelqu'un qui nous questionne plutôt que quelqu'un qui nous conseille. On a plein d'amis qui nous conseillent sur les changements à faire ou à pas faire dans nos vies. Je sais pas si c'est les meilleurs conseils, quoi. Ouais, Janine, tu devrais le quitter, c'est un salaud. Bah, oui. La question c'est plutôt, Janine, pourquoi tu restes? C'est quoi l'avantage de rester? Et c'est ça le changement, c'est le questionnement plutôt que le conseil. C'est beau ça. C'est beau ça, c'est de toi? Hein? C'est de toi? Non? Ah, c'est beau le Vinimal? C'est vrai. Je verrais bien un festival musical ici. Ouais. Alors bio, Avec des caravanes. c'est-à-dire où tu montes les caravanes et les sonos à la main, à pied. Les mecs sont calmés quoi. Voilà, donc après, soit tu montes dans le creux, à droite là, soit tu montes un peu plus à gauche, mais là il faut un guide là. Un guide et des crampons. Tu veux pas aller là-haut là? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Tu veux pas aller là-haut là Vite fait alors. Vite fait. On mangera un autre jour? On vous donne notre Qu'est-ce que tu nous as raconté aujourd'hui? Et surtout, c'est l'histoire de qui? De quoi? Pourquoi de plus? C'est des questions de coach ça, normalement. Mais pas de coach en hypoglycémie. C'est l'histoire de qui? De quoi? Pourquoi de plus? C'est l'histoire de Fred pour l'autre. Fred, un adjectif pour Fred? Fred le généreux. Ouais. Pour l'autre, pour aider, pour accompagner tous ces salariés, et vous êtes nombreux à être des meilleures versions de vous-même au travail. Et d'éclairer chez vous l'endroit où vous avez plein de talent pour traverser les changements que vous avez à traverser en toute humilité. Et j'ai pas fini de m'étonner et j'ai pas fini d'apprendre parce que c'est un métier où on apprend sans cesse. Et tu me réintervieweras quand j'aurai 80 ans et je verrai celui-là, je ferai mais putain, avant. Mais quelle arrogance! D'ici là, mais quelle arrogance! D'ici là, tu regarderas la vidéo de Florian Devauchel que j'embrasse, qui nous regarde certainement, qui est lui aussi épris de changement. Il aime la transformation et je crois que vous avez énormément de points communs. Voilà, Florian Devauchel qui sera un prochain invité. Je dis ça, je vais pas demander, mais voilà, il est un peu comme toi. Il est ok. C'est un mec qui est ok en fait. Gabriel Attal qui nous recevra bientôt. J'ai jamais demandé à Gabriel Attal de venir. T'as pas dit que t'étais généreux toi? Parce qu'ils vendent des... Ils vendent des bières là-haut. C'est là que je paye l'apéro. Salut Fred. À bientôt. En France, quand on vient du Québec, sans manger de la migue de porc. Donc, on vient souvent en France puis on n'a jamais mangé ça. Ouais, mais jusqu'à maintenant vous avez survolé le pays. Là, vous allez goûter le pays. Là, mais même nous on connaissait pas avant il y a 5 minutes. Hein. Ici, les gens sont capables de faire à manger avec n'importe quoi. Donc voilà, moi quand je viendrai au Québec... Non mais c'est pas si pire que ça, hein. C'est très sec, ça sent. C'est très sec. Non mais vous pouvez jeter. Donc on a des Québécois qui viennent souvent en France, qui n'avaient jamais goûté la migue de porc. Ils sont revenus exprès, ils ont dit où est-ce qu'on peut trouver la meilleure migue de porc? C'est là. C'est quel morceau finalement? On sait pas. On sait pas, c'est quel morceau? On sait pas. Voilà, mystère. C'est incompréhensible. Mais il y a pas... C'est incompréhensible. Il y a pas de la sueur de bois dedans, Fred, il y a pas de la sueur de bois dedans? Non, c'est possible. Non mais en vrai c'est pas bon.
En vrai. Non mais en vrai c'est pas bon. En vrai, j'ai pris votre place, pardon. Pardon. Non, mais lui, il peut goûter. Lui, ça Ah. va lui faire ça. Ah, oui, oui. lui. C'est un vrai français. Allez. Toi, t'es un peu le gars du pays. Hein? Il m'a fait ça. C'est de la mique de porc. Non. Mais voyons. J'ai fait goûter à toi. Ouais, mais la dernière fois, on a fait quoi? Elle a mangé un truc comme ça, puis après, c'est ça. Non, mais c'est. Des siècles de Je t'ai. Ça a l'air fluide. Mais ça, il était ici. Ah, c'est avec lui.